Monsieur le rapporteur, Erwan Mal. Oui, merci. Je crois qu'on a vu un des nœuds de votre problème, c'est ça, c'est que vous êtes, contrairement par exemple au réalisateur qui a un double contrat, il a un contrat d'auteur sur le film et il a un contrat de technicien sur la réalisation du film. Alors il y a plusieurs cas de figure dans vos métiers. Parfois d'ailleurs vous êtes aussi, alors pas vous les représentants, mais parfois vous êtes réalisateur aussi, vous êtes auteur et réalisateur. Ça peut arriver, peut-être pas là, donc l'auteur, oui, voilà. Bon, donc là ça peut parfois être réglé, mais quand vous êtes par exemple vous directrice d'une équipe d'écriture, cette équipe d'écriture elle a une commande d'un producteur ou d'un producteur. Donc aujourd'hui, le producteur, pour vous rémunérer, le seul contrat qu'il vous fait, c'est sur les droits à venir. On pourrait parfaitement imaginer. Voilà, c'est une sorte de... Même pas, parce que je crois que vous les touchez même pas, vous touchez même pas d'avance sur recette. Enfin, il n'y a pas d'avaloir. Si, vous pouvez. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que le cadre légal se transforme et que vous ayez ce double contrat, c'est-à-dire un contrat d'écriture, vous êtes quasi salarié par le producteur, et puis pour produire une œuvre, et cette œuvre, une fois qu'elle est produite, c'est une fois qu'elle est produite qu'elle va générer des droits d'auteur. Donc est-ce que vous seriez, parce que peut-être c'est un constat qui se discute et vous n'êtes pas tous peut-être sur la même longueur d'onde, j'imagine, sur cette question d'avoir une partie salarié, voilà, un travail, comme on peut faire des commandes, voilà, on peut demander à quelqu'un de faire un audit sur quelque chose, voilà, et puis après, il y a une déclinaison du travail, mais c'est un sujet important, parce que là, vous êtes dans une jungle incroyable. Vous êtes dans une jungle incroyable avec des pressions fortes, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun contrat, excusez-moi de l'expression, c'est que du jus de cerveau, donc c'est pas beaucoup d'investissement non plus. On peut parfaitement vous prendre et vous remplacer. Tandis que quand on fait des investissements et qu'on a mis en place un certain nombre de choses qui coûtent beaucoup d'argent, on a plus de mal à remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que l'évolution du droit pourrait être, enfin l'évolution du type de contrat pourrait être une solution pour mieux vous protéger? Madame Leroy qui avait demandé à répondre. Enfin, tu voulais, Non, c'était juste pour préciser que c'est pas du tout un cadre qui serait adapté, en tout cas au cinéma, parce que l'auteur, par exemple, n'a pas de lien de subordination. Nous, on tient vraiment à défendre notre indépendance, qu'en plus, chaque film, c'est une industrie, c'est prototypal, en fait. Donc, on ne peut pas envisager une rémunération en termes de de temps de travail. C'est très compliqué d'imaginer, de conditionner ça, en fait. Là, un film, on est payé par des échéances, effectivement, de droits d'auteur, mais qui correspondent à des échéances de travail et qui s'inscrivent parfois dans un temps long qui est nécessaire aussi à la création. En fait, on ne peut pas associer tant de travail, temps créatif. Voilà, c'est des process et ça varie vraiment selon les films. Alors, je comprends parfaitement quand vous êtes dans le film et que, voilà, ça je comprends. Mais par exemple, quand vous travaillez pour un studio de production de dessins animés, où vous avez des gens qui font, et qui sont d'ailleurs parfois à travailler dans un lieu physique. Hein, ils ne sont pas chez eux, pas tout le temps, mais enfin, en tout cas, par exemple, dans le jeu vidéo et dans la scénarisation du jeu vidéo, ça arrive. Donc, vas-y, termine. oui, c'est un cas de figure qui est différent. Quand vous avez des équipes qui sont encadrées et qui doivent produire du contenu, c'est là est-ce qu'on peut imaginer peut-être un volet du contrat. Je ne dis pas tout, hein, parce que justement, c'est ce qui fait aussi parfois l'intérêt d'être auteur-réalisateur, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui va, entre guillemets, cartonner, et donc qui va marcher, et qui va donc rapporter de l'argent, et donc qui va vous améliorer votre situation financière. Donc est-ce qu'on peut imaginer, dans ces cas-là, Madame Torelli et Madame Pujol. C'est bon. Le rapport Racine mettait vraiment en avant la nécessité, en tout cas au moins, de nommer le moment du travail. Ça ne veut pas dire arrêter le droit d'auteur, ça ne veut pas dire devenir salarié, même pas devenir salarié. Ça veut dire en tout cas arrêter de nier que cette étape existe et la cadrer à minima. Et après, il y a des tas de choses à inventer. Mais
ne bottons pas en touche. En tout cas, c'est vraiment une des préconisations du SDS. Ne bottons pas en touche. À un moment donné, il y a bien un moment où des gens travaillent. Et il y a un moment où des corps risquent d'être abîmés. Et il faut le penser, et il faut le protéger. Et du coup, c'est pas devenir salarié nécessairement. Nous, on ne jette aucune solution. On demande à ce que, au moins, on prenne le temps d'en parler, à minima. Madame Pujol. Alors, le débat, effectivement, on n'est pas toujours d'accord, même entre nous, entre scénaristes, parce qu'en fait, ça dépend effectivement de là où vous travaillez. Effectivement, dans certains projets, par exemple, voilà, vous parliez d'animation, où on est soumis à des plannings de livraison des textes extrêmement serrés, parce que derrière nous, il y a des storyboarders, enfin toutes les phases, l'animation, etc., qui attend qu'on ait terminé. Donc on a dans notre contrat 5 jours pour rendre un texte. Enfin, le travail est très très intensif. Et en fait, on est quasiment en situation de salariat. Quand je faisais de la direction d'écriture, je suis en relation par exemple avec la directrice de production ou le directeur de production. On voit le planning ensemble, on voit à qui on donne les textes. Enfin, et effectivement, le scénariste qu'on embauche n'a quasiment aucune latitude de négocier aucun élément de son contrat et même pas sa rémunération. Donc, il y a beaucoup de gens dans l'animation qui seraient ravis probablement d'être salariés puisqu'ils en vivent l'expérience sans les avantages au final. Par contre, dans effectivement des projets cinéma ou des projets de fiction où l'auteur ou documentaire où l'auteur a le temps et le pouvoir en fait de négocier les éléments de son contrat et de même dire ça, je refuse de l'écrire. C'est la prérogative de l'auteur, c'est cette liberté qu'il a de dire « ça, je ne le fais pas ». À partir du moment où, pour des cas, par exemple, effectivement, d'écriture, on va dire, industrielle, où on mettrait un contrat de travail, cette liberté n'existerait plus. Et c'est là, en fait, le nœud du problème. C'est ça, je pense, qui agite tous nos débats et... Oui, mais du coup, j'entends qu'il y a une question de statut. J'entends aussi qu'il y a une question de responsabilité en cas d'exposition à des violences, qu'elles soient morales ou sexistes ou sexuelles. Et du coup, la question, c'est là, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas de responsable, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes seul en capacité de dire j'arrête si c'est insupportable pour moi, mais en fait, sans aucune espèce de protection ni de votre carrière, ni de votre rémunération à l'instant T. Et comment on peut faire pour, sans aller vers un statut salarié, trouver un intermédiaire qui permette d'avoir des droits, si ce n'est des allégeances. Alors, il y a Madame Leroy, Madame Garcia. Madame Garcia d'abord, Madame Leroy. Alors, je voulais revenir sur cette question-là. Pour nous, le problème, c'est vraiment les violences et c'est pas le statut, le salariat en cinéma n'est absolument pas une solution. Ça ne viendrait ni résoudre le problème des VSS, ni changer quoi que ce soit la situation des auteurs, même ça viendrait casser la chaîne de droit, qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous. En termes de solutions, avant d'essayer éventuellement d'envisager un changement de statut ou des choses comme ça, on pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple qui peut être élaboré aujourd'hui si on nous y aide juridiquement, c'est de partir de ce qu'on signe. On signe des contrats de cession de droits d'auteur. Nous aimerions qu'il y ait dans ces contrats de cession de droits d'auteur une clause VSS qui a déterminé comment, etc. Je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous le dire, mais qui instaure des outils en termes de protection des auteurs et des potentielles victimes. Je rappelle qu'on a, nous, en tant que scénaristes, toujours cette espèce de double peine d'être victime de violence et ensuite d'être écarté du projet qu'on était en train d'écrire sans autre forme de procès, très rapidement. Donc il y a aussi une sanction professionnelle immédiate, donc des outils de protection, mais aussi éventuellement, je ne sais pas comment ça peut se faire, des outils de sanction ou de mise à l'écart de la personne mise en cause. Ce sont peut-être des choses qui peuvent être intégrées dans une clause. Par exemple, vous n'êtes pas concerné par le CCHSCT qu'on a auditionné tout à l'heure. Non. Madame Leroy. Non, c'était juste pour compléter que, évidemment, ces clauses doivent être rédigées en bonne intelligence avec les producteurs et que on demande un peu pour cela qu'il y ait une médiation du CNC, enfin voilà, parce qu'on a vraiment besoin d'une aide juridique pour les mettre en place. Moi, je comprends parfaitement votre
volonté de liberté, elle est logique, et je crois que Madame Pujol vient de le dire, c'est une des particularités de l'auteur, de décider ce qu'il a envie d'écrire. Ça me semble évident, et c'est ce qui est passionnant dans la création. Cela dit, on voit bien que quand vous êtes salarié, tout décline du droit du travail. Là, on voit bien que vous êtes en dehors complètement du droit du travail. Donc, même des clauses contractuelles, elles auraient une valeur contractuelle. Alors, ça a toujours une valeur, mais il y a des clauses contractuelles qui peuvent devenir léonines parce qu'elles sont extra-légales et qu'elles ne correspondent pas à la réalité du droit. Donc, c'est pour ça que la question qui semblait, pas tous d'ailleurs, vous déranger d'une partie de votre contrat qui serait un contrat de travail ne me semble pas complètement saugrenu et pourrait vous protéger sur au moins cette partie et permettrait surtout de mettre un lien de subordination pour le coup et de responsabilité à celui qui est quelque part, qui a une relation d'autorité à vous. Le producteur, au bout du compte, d'une manière ou d'une autre, il a une relation d'autorité à vous, parce que s'il décide de ne pas vous payer, il ne vous paye pas. Voilà. Si, il y a une relation d'autorité de fait. Elle n'est pas contractuelle et elle n'est pas du tout identique, similaire à un contrat de travail, ça je suis d'accord. Mais il y a là quand même un vrai sujet, parce qu'on voit bien que vous n'avez aucune protection. Après, il y a quand même... comme sur les castings, c'est-à-dire qu'il y a quand même, dans la mesure où c'est un producteur qui vous commande une écriture, il a quand même une relation, le droit du travail le concerne lui. Alors, pas vous, mais lui. C'est-à-dire qu'en fait, comme les candidats qui passeraient un entretien au moment d'un casting, qui sont castés, on nous a dit tout à l'heure que c'était comme un entretien d'embauche, en fait. Donc, quelque part, ça tombait par extension sous le droit du travail, nommons-le comme ça, même si sans doute ma formulation est maladroite. Pour vous, est-ce qu'on pourrait imaginer que la responsabilité du producteur soit engagée auprès parce que quand j'ai parlé du CCHSCT, vous avez tout fait non, mais en fait, véritablement, si vous avez une commande avec un avaloir, etc., mais quelque part, vous pourriez vous retourner probablement vers des instances de ce type-là. En tous les cas, il faudrait le vérifier, quoi. Ouais. Madame Pujol et après Monsieur Hamel. Merci. Donc, le salariat, au-delà de ce débat, moi, ce que je constate, j'ai visionné les autres auditions et je constate que les personnes qui sont victimes de VHSS sont salariés, sont intermittents du spectacle. Ça pourrait être, on pourrait imaginer une façon de protéger les scénaristes. Mais c'est pas un bouclier, voilà. Non, mais sur le plateau de PPDA, par exemple, elles n'étaient pas forcément salariées. Non, elles étaient même souvent hors contrat, d'ailleurs. Donc en fait, oui, mais ces zones-là à la frontière du droit du travail nous intéressent aussi dans cette commission. C'est-à-dire comment fait-on pour inclure dans la protection des personnes toutes les situations à la frontière du droit du travail ou exclues du droit du travail. Mais oui, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que là, effectivement, le salariat ne protège pas, parce qu'en fait, c'est un problème aussi de réputation, d'enjeu, d'argent. Sarah Forestier l'a bien dit, c'est l'argent, en fait, le problème. Ce qu'il faut, effectivement, c'est qu'il y ait imaginer un moyen de sanctionner. Moi, j'ai regardé l'audition d'audience. Effectivement, on a la cellule d'audience, on peut les appeler. Mais en fait, il y a un soutien psychologique, il y a un soutien d'avocat qui est très limité pour l'instant, qui n'est pas suffisant. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Audience a la possibilité d'alerter une production, que ce soit un scénariste, un acteur, peu importe, un journaliste, et dire, bon, ben voilà, là, tu as un problème, tu agis, et puis il y a un suivi, et s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de résultat, il y a sanction. Voilà. Madame Torelli voulait compléter Madame Ricot, et après la question de Monsieur Amir Chahi. Donc Madame Torelli, Madame Ricot. Très rapidement par rapport à Audience, parce que j'avais oublié de le spécifier, au moment où on a monté
la cellule à la Guilde, on a d'abord cru qu'on pourrait être cellule d'écoute en interne, on s'est vite rendu compte que ce serait pas possible vu le microcosme professionnel, on s'est tourné vers Audience, à l'époque avec la demande également que ce soit une cellule d'écoute pour le harcèlement moral, et on a vite compris qu'il n'y avait pas le financement pour ça. Mais ce serait aussi une de nos demandes, parce qu'il y a un harcèlement moral dans notre profession qui est réellement endogène, et qui est vraiment un terreau propice au VSS, et du coup l'extension de cette cellule d'écoute au harcèlement moral fait partie de nos demandes. Madame Rico. Oui, je voulais juste nommer une résistance symbolique sur cette question du salariat. Ça ferait de nous des techniciens. Voilà, nous, au SDS, on y est assez favorable, en fait, puisqu'en effet, on l'est. Et en plus, ça aurait le mérite de faire reconnaître notre savoir-faire, enfin, d'y donner une valeur de technicien, et ce serait sûrement supérieur à celle qu'on lui accorde aujourd'hui. Et l'autre chose, je voulais rappeler qu'il y a un partenaire public avec le CNC, en fait, qui finance beaucoup de projets. On pourrait imaginer que ce soit un garde-fou aussi, enfin, voilà, que ce soit un garde-fou, que les projets soient plus ou moins financés avec voilà, ce qui peut se passer dans les productions, par exemple. J'entends cette demande parce qu'elle est récurrente, elle apparaît assez évidente en fait à l'issue des premières auditions qu'on a faites sur le fait que le CNC a un rôle à jouer. Après la question, il peut jouer de manière financière, il peut faire jouer ce rôle financier. Après, le problème c'est quand est-ce que ça se déclenche? Est-ce que c'est lui qui fait des enquêtes? Est-ce que c'est lui qui... En fait, tout cela n'est pas du tout encore exploré. Il y a monsieur Amir Chahi qui avait demandé la parole.